L'été 1940 fut le seul moment de l'histoire où l'Allemagne eut l'occasion de briser la Grande-Bretagne par les airs. Elle disposait de l'armée la plus puissante d'Europe. Elle disposait de l'armée de l'air la plus redoutée au monde. Elle avait vaincu la France en 46 jours. Et pourtant, entre juillet et octobre de cette année-là, elle a lancé sur les îles britanniques la plus grande offensive aérienne que l'humanité ait jamais connue jusqu'alors, et elle a échoué. Voici le récit de cet échec, raconté du point de vue de ceux qui ont planifié la campagne, l'ont menée, l'ont subie et, au final, ne l'ont pas tout à fait comprise. Le 22 juin 1940, la France signa l'armistice dans le même wagon de train où l'Allemagne l'avait signé en 1918. Pour les hauts responsables militaires allemands, la guerre était terminée. Il n'y avait aucune raison formelle de la poursuivre. L'Allemagne avait attaqué la Pologne. Ce sont la Grande-Bretagne et la France qui avaient déclaré la guerre. Et après moins de 10 mois de combat, la France était vaincue. Le corps expéditionnaire britannique avait été évacué à bord de bateaux de pêche depuis les plages de Dunkerque. Et le Reich contrôlait la côte occidentale de l'Europe, du Cap Nord norvégien jusqu'aux Pyrénées. Le général Karl Spaatz, qui allait devenir commandant en chef des forces aériennes des États-Unis pendant la guerre, fit remarquer après le conflit que c'était la Luftwaffe qui avait dominé la diplomatie mondiale dans les années 1930 et qui avait offert à Hitler ses victoires politiques sans verser une seule goutte de sang. C'est tout à fait exact. La puissance de l'aviation allemande ne résidait pas uniquement dans ses avions. Elle résidait dans la peur qu'elle suscitait. Et en 1940, cette peur restait un atout politique dans de nombreuses capitales. À Berlin, la conviction générale était que les Britanniques seraient contraints de négocier. Adolf Hitler y croyait sincèrement. Dans le deuxième tome de Mein Kampf, il avait consacré des pages entières à la logique d'une alliance avec la Grande-Bretagne. Il la considérait comme l'allié naturel de l'Allemagne, une puissance maritime et coloniale sans intérêts territoriaux en Europe continentale qui, pendant des siècles, avait maintenu l'équilibre des pouvoirs sans chercher à la dominer. Il déploya des efforts diplomatiques soutenus pendant des années pour la séduire. Hermann Göring, son second et commandant en chef de la Luftwaffe, passa la majeure partie des années 1930 à tenter de convaincre les aristocrates et les journalistes britanniques que l'Allemagne ne souhaitait qu'une relation amicale et avoir les mains libres à l'Est. Erich Raeder, grand amiral de la Kriegsmarine, estimait que la guerre était perdue dès le 3 septembre 1939, jour où la Grande-Bretagne l'avait déclaré. Le 19 juillet 1940, Hitler prononça un discours devant le Reichstag à Berlin. Celui-ci fut diffusé à la radio dans toute l'Europe. Il proposa la paix. Il désigna Churchill comme le responsable de la poursuite inutile de la guerre. Il espérait qu'une faction raisonnable au sein du gouvernement britannique l'écouterait. Lord Halifax, le ministre des Affaires étrangères, qui en mai avait plaidé en faveur de l'exploration de conditions de négociation, répondit officiellement par radio 2 jours plus tard. La Grande-Bretagne rejetait l'offre. C'est à ce moment-là que la machine militaire allemande commença à se tourner vers l'Ouest avec toute son inertie. Le problème était que personne au sein de l'état-major allemand n'avait sérieusement réfléchi à la manière d'envahir ou de vaincre la Grande-Bretagne. Le général Alfred Jodl rédigea un mémorandum fin juin. Intensifier la guerre aérienne contre les convois maritimes, attaquer l'économie et la RAF, peut-être bombarder Londres pour briser la volonté civile et, en dernier recours, débarquer des troupes. Tout le monde espérait que les premières mesures suffiraient et que le débarquement ne serait pas nécessaire. L'invasion elle-même, baptisée Seelöwe, lion de mer, fut planifiée avec l'urgence et l'enthousiasme de celui qui planifie quelque chose en espérant ne jamais avoir à l'exécuter. Il y avait un problème que très peu de membres du haut commandement de la Luftwaffe voulaient reconnaître durant l'été 1940. L'armée de l'air qui avait semé la terreur en Europe était, à bien des égards, un instrument mis en place à une vitesse qui avait compromis sa solidité. C'est Erhard Milch qui l'avait véritablement construite. Né en 1892 dans une famille patriote du nord de l'Allemagne, Milch avait servi dans l'artillerie,
puis dans l'aviation de reconnaissance pendant la Première Guerre mondiale. Par la suite, il dirigea la Lufthansa avec une énergie et un sens de l'organisation qui attirèrent l'attention des nazis avant même leur arrivée au pouvoir. Lorsque Hermann Göring fut nommé ministre de l'Air en 1933, Milch accepta d'être son bras droit. Et c'est lui qui planifia, finança, organisa et mit en œuvre l'expansion qui, en 1935, permit à Hitler d'annoncer officiellement l'existence de la Luftwaffe. 1888 avions et quelques 20 000 hommes prêts au combat, surgis presque de nulle part. Milch savait qu'il lui faudrait 8 à 10 ans pour construire une véritable force aérienne. Hitler ne lui accorda pas ce délai. Les priorités se sont déplacées vers les chiffres de façade, ceux qui impressionnaient le Führer et les puissances étrangères, au détriment des réserves de remplacement, des pilotes de relève et de la profondeur industrielle. En 1937, Göring nomma à des postes clés l'as de la Première Guerre mondiale, Ernst Udet, un vétéran charismatique mais dépourvu des compétences administratives et techniques de Milch. Udet adorait les bombardiers en piqué. Il imposa que tous les nouveaux bombardiers allemands soient capables de piquer, ce qui ruina la conception du Junkers Ju-88, le meilleur bombardier dont disposait l'Allemagne, en doublant son poids et en retardant sa production de plusieurs mois. Lorsque Milch constata le chaos qu'Udet avait créé, il annula la plupart des nouveaux projets et se consacra à la remise en état des appareils existants. Il était trop tard en 1940. En 1937, l'Allemagne produisit 5 606 avions, dont 2 651 de première ligne. Ce chiffre était insuffisant pour un conflit de longue durée, mais Göring le trouvait impressionnant car il impressionnait Hitler. En 1944, lorsqu'Albert Speer prit le contrôle de la production, l'industrie allemande construisit près de 40 000 avions, malgré les bombardements incessants de la RAF et de l'USAF. En 1937, ce potentiel était déjà latent. Personne ne l'avait exploité, car personne ne voulait admettre que les temps de guerre exigeaient davantage que les temps de paix. Le 1er septembre 1939, lorsque la guerre éclata, la Luftwaffe disposait de 2577 équipages de vol. Cela représentait 69% de l'effectif prévu. Seuls 1432 d'entre eux, soit 38%, étaient pleinement qualifiés. Les bombardiers fonctionnaient à 32,5% de leur capacité prévue. Les chasseurs à 83,5%. Et puis il y avait la question du renseignement. L'Oberst Beppo Schmid dirigeait le 5e département de l'OKL, le service de renseignement de la Luftwaffe. Le 22 novembre 1939, il avait rédigé une évaluation stratégique remarquable. Il y décrivait la Grande-Bretagne comme le plus dangereux de tous les ennemis potentiels de l'Allemagne, affirmait que tant que la Grande-Bretagne resterait invaincue, la guerre ne pourrait pas se terminer favorablement et recommandait d'adopter immédiatement une stratégie de siège. Le rapport fut pris en compte puis classé. Ce que Schmid écrivit en juillet 1940, lorsque les planificateurs de l'OKL eurent besoin d'une évaluation de l'adversaire, fut tout autre. Son résumé du 16 juillet indiquait que tant le Hurricane que le Spitfire étaient inférieurs au Bf-109F, qui n'était pas encore entré en production, que le nombre d'aérodromes opérationnels dans le sud de l'Angleterre était très limité, que l'industrie aéronautique britannique produisait entre 180 et 300 chasseurs par mois. Le chiffre réel pour juillet était de 496, que le commandement était intransigeant et que les commandants de base n'étaient pas des pilotes. En réalité, tous volaient régulièrement. Schmid a également omis de mentionner le radar. La directive numéro 17 d'Hitler, émise le 1er août 1940, ordonnait à la Luftwaffe de vaincre l'armée de l'air britannique par tous les moyens à sa disposition et dans les plus brefs délais. Les cibles étaient les unités de vol, leur organisation au sol, leurs installations d'observation, leur industrie aéronautique et leurs stations radio. Il fallait ensuite s'attaquer aux ports. Hitler se réservait personnellement le droit d'ordonner des attaques terroristes contre la population civile à titre de représailles. La directive ne résolvait pas le dilemme central. Fallait-il viser une décision rapide ou un siège prolongé?
Elle laissait cette question en suspens, ce qui signifiait que chaque commandant pouvait interpréter ses objectifs différemment. Les 3 Luftflotten disponibles pour l'assaut étaient la Luftflotte 2, sous le commandement du général-oberst Albert Kesselring, couvrant le nord-est de la France, la Belgique et les Pays-Bas. La Luftflotte 3, sous les ordres du général-feldmarschall Hugo Sperl, opérant depuis le nord-ouest de la France. Et la Luftflotte 5, sous les ordres du général-oberst Hans-Jürgen Stumpf, basé en Norvège et au Danemark, destiné à attaquer le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Au crédit de Kesselring, une intelligence brillante, une énergie inépuisable, un instinct pour les opérations terrestres et la même détermination dont il ferait preuve en Italie où il tiendrait en échec des forces alliées supérieures jusqu'à la fin de la guerre. À son actif, en tant que chef de la Luftflotte 2 en 1940, c'était avant tout un soldat d'infanterie qui avait appris à piloter à 48 ans par nécessité professionnelle et non par vocation. Theo Osterkamp fit sa connaissance en 1933 à Norderney. Il écrivit que Kesselring dégageait l'allure d'un gentilhomme de la vieille école, doté d'une connaissance approfondie et d'une vision claire de l'avenir de la Luftwaffe. Il ajouta « Quel plaisir cela doit être de travailler avec un homme de cette envergure. » Osterkamp se montrera plus prudent des années plus tard. Hugo Sperle, qui commandait la Luftflotte 3, était le seul parmi les 3 à avoir une longue carrière dans l'aviation. Il avait volé pendant la Première Guerre mondiale, dirigé la formation secrète de pilotes en Union soviétique dans les années 1920 et pris la tête de la Légion Condor en Espagne. Hitler l'emmena à la Réunion avec le chancelier autrichien Schuschnigg à la veille de l'Anschluss en 1938 en compagnie du général Reichenau. Il dit à Milch que c'étaient ces 2 généraux à l'allure la plus brutale. Le 1er août, Göring convoqua les commodores des Fliegerkorps à La Haye. Il arriva vêtu d'un nouvel uniforme de gala blanc. Il présenta un plan consistant à attaquer des cibles situées dans 3 cercles concentriques autour de Londres, en commençant à plus de 100 km et en se rapprochant progressivement pendant 15 jours. Ce plan était géométriquement simple. Il était également impossible à mettre en œuvre sur le plan logistique et incohérent sur le plan stratégique. Theo Osterkamp leva la main. Le service de renseignement de la Luftwaffe avait identifié les unités de la RAF actives dans la région de Londres. Il estimait que les Britanniques disposaient de 500 à 700 chasseurs opérationnels et que ce nombre était en augmentation, les dangereux Spitfire faisant leur apparition de plus en plus souvent. Göring l'interrompit. C'était absurde. Les renseignements étaient excellents et le Spitfire était inférieur au Bf-109. De plus, Osterkamp lui-même avait rapporté que les Britanniques étaient trop lâches pour monter au combat. Osterkamp rectifia sa description. Les services de renseignement avaient détecté que la RAF avait reçu l'ordre d'éviter les combats de chasseurs contre chasseurs. Ils n'étaient pas stupides. Ils n'allaient pas s'épuiser dans une guerre d'usure contre des chasseurs qui à eux seuls ne pouvaient pas leur causer de dommages. Göring répondit que cela revenait au même. Sperle et Kesselring proposèrent de conserver la force de bombardiers jusqu'à ce que le commandement de chasse britannique ait été affaibli de manière décisive par des actions de chasse. Ils voulèrent d'abord attaquer de nuit les installations au sol et l'industrie aéronautique. Göring déclara que c'était ridicule car le JG-51 n'avait abattu que 150 avions, ce qui constituait un affaiblissement suffisant. Le chiffre de 150 cité par Göring correspondait au total des revendications de toute la campagne de France et non au combat au-dessus de la Manche. Osterkamp en prit connaissance en silence. Sperle et Kesselring firent remarquer qu'à eux deux, ils disposaient d'environ 700 bombardiers opérationnels. Göring avait publiquement évoqué le chiffre de 4500. Tout le monde dans la salle resta silencieux. Göring, selon les témoignages des personnes présentes, s'assit et murmura « Est-ce là ma Luftwaffe ?» Avant le début de l'assaut principal, la Luftwaffe mena pendant un mois des combats au-dessus de la Manche, attaquant les convois côtiers que la Grande-Bretagne maintenait en mer par nécessité économique. Dès les premiers jours de juillet, les Bf-109 et les bombardiers se familiarisèrent avec les distances, les vents, les conditions météorologiques et les pilotes de l'autre côté. Theo Osterkamp, vétéran de la Première Guerre mondiale surnommé Oncle Theo par ses subordonnés, fut le premier commandant d'escadrille de chasse à atteindre les côtes de la Manche. Il avait 47 ans.
il avait remporté 32 victoires aériennes pendant la Première Guerre mondiale, obtenu la pour le mérite, la Croix bleue, et survécu à 2 décennies d'entre-deux-guerres. Le 13 juillet 1940, il remporta sa 6e et dernière victoire de la Seconde Guerre mondiale, devenant ainsi le seul pilote à avoir remporté des victoires confirmées lors des 2 guerres mondiales. Il commandait le JG-51, le premier Jagdgeschwader à s'installer sur la côte. Face à lui, de l'autre côté du détroit, les pilotes de la RAF apprenaient vite que les convois côtiers étaient un piège. Combattre au-dessus de l'eau, c'était y mourir si l'on était abattu. Le pourcentage de pilotes secourus était minime. Sur les 89 pilotes de chasse tués pendant la période de la bataille de la Manche, 10 périrent en mer du Nord et 58 dans la Manche ou au-dessus, près de 80% du total. Seuls 4 pilotes blessés et 3 indemnes qui s'étaient parachutés au-dessus de la Manche furent secourus. 7 se noyèrent à coup sûr. Johannes Fink, le commodore du KG-2, fut nommé Kanalkampfführer, commandant de la bataille du Canal, avec pour base d'opération un vieux bus garé dans les dunes du Cap Blanc et d'où il pouvait apercevoir les tours radio sur la côte anglaise. C'est de là qu'il coordonnait les attaques contre les convois avec les chasseurs d'Osterkamp. Les 2 hommes parvinrent rapidement à un accord entre gentlemen. Fink n'exigerait pas d'escorte trop rigide qui entraverait la liberté de mouvement des chasseurs. Osterkamp exprima ses doutes quant au Bf-110 en tant qu'escorte. Il était trop gros et peu maniable. Mais il était disposé à l'essayer. Ces doutes se confirmèrent dès les premières semaines. Les Bf-110 du ZG-26 subirent des pertes humiliantes face aux Hurricanes et aux Spitfires dans un rapport de 4 contre 1. Au cours de la dernière semaine de juillet, Werner Mölders prit le commandement du JG-51 lorsque Osterkamp fut promu au grade de Jagdfliegerführer II, JAFU 2, avec la responsabilité de l'ensemble des forces de chasse de la Luftflotte 2. Mölders avait 28 ans. Il avait remporté 14 victoires en Espagne. Au sein de la Luftwaffe, on l'appelait Vati, papa, en raison de l'attention qu'il portait à ses subordonnés. Sa rivalité avec Adolphe Galland pour la première place au classement des victoires était un secret de polichinelle dans toute la Luftwaffe. Galland était arrivé sur les côtes de la Manche à la tête du 3e JG-26, déterminé à dépasser son ami. Le 27 juillet, au lendemain de la prise de commandement du JG-51 par Mölders, ce dernier fut blessé au combat au-dessus de Douvres. Le chirurgien lui retira une balle de la jambe. Galland nota cet événement dans son journal avec un mélange d'inquiétude sincère et de satisfaction compétitive. Le lieutenant Hans Otto Lessing, pilote du 2e JG-51, écrivit à sa mère en août « Les Anglais savent voler, cela ne fait aucun doute, mais nous sommes meilleurs à tous les égards. Le major Mölders dirige l'escadre la plus performante, la nôtre est la plus en vogue. » Les pilotes allemands vivaient et mouraient dans cette atmosphère de compétition héroïque entre tableaux de victoire, médailles et une prise de conscience grandissante que l'adversaire n'était pas aussi facile à vaincre que les Stuka l'avaient laissé croire en Pologne ou en France. Pour comprendre pourquoi la Luftwaffe n'a pas réussi à détruire le commandement de chasse de la RAF, il faut comprendre ce qu'était réellement ce commandement de chasse. Les Allemands l'ont réduit à ses avions et à ses pilotes. C'était une erreur de fond. Ce que l'Allemagne attaquait, c'était un système de détection, de traitement et de réaction qui n'avait pas d'équivalent dans le monde. Des tours d'acier de Chain Home sur la côte à la salle des opérations souterraines de Bentley Priory, où le maréchal en chef de l'air Hugh Dowding supervisait l'ensemble, il existait une chaîne d'information qui transformait les données brutes en décisions tactiques en quelques minutes. Le radar n'était pas une invention exclusivement britannique. En Allemagne, le docteur Rudolf Kunold, du service des transmissions navales, avait réussi à obtenir une image d'un navire de guerre dans le port de Kiel dès 1934. En 1938, la Luftwaffe disposait du système Freya et du radar de contrôle de tir Würzburg, tous deux opérationnels. Ce que les Allemands n'avaient pas développé, c'était l'aspect commandement et contrôle. L'intégration d'informations provenant de multiples sources
la traduction de ces données en coordonnées pour les pilotes et la transmission des résultats aux escadrilles en vol. Le 3 août 1939, la Luftwaffe envoya un zeppelin de reconnaissance équipé de laboratoires radio le long de la côte nord-est de la Grande-Bretagne, afin d'intercepter les transmissions des stations radars. L'équipage fut submergé par la puissance des émissions et en conclut qu'il s'agissait d'interférences provenant du réseau électrique national. Ce vol n'apporta aucune information utile sur le système de défense. Le général Wolfgang Martini, qui dirigeait le service de renseignement allemand, avait déchiffré dès août 1940 la quasi-totalité des indicatifs d'appel des escadrilles britanniques. Son service savait que les pilotes étaient guidés depuis le sol. Mais cette information était gardée si jalousement secrète qu'elle n'était pas partagée avec le service de renseignement rival de l'Oberst Schmid. Et Jeschonnek, le chef d'état-major de la Luftwaffe, connaissait l'existence du radar depuis mai 1940 et avait signalé son incapacité à détecter des avions volant à basse altitude dans un rapport de l'état-major. Personne n'en tira de conséquences opérationnelles. Il en résulta que chaque avion décollant des aérodromes français était détecté dès qu'il franchissait la côte, répertorié, numéroté et suivi par les opératrices de la WAAF aux tables de traçage, tandis que les contrôleurs de secteur décidaient quelles escadrilles envoyer, à quelle altitude et sur quel cap pour les pilotes allemands qui volaient au-dessus du territoire ennemi en sachant que chaque mission serait interceptée. Le sentiment était désagréable. L'un des vétérans de l'Airprobungsgruppe 210 l'a décrit ainsi. Le réseau invisible de signaux qui les observait dès qu'ils quittaient la côte française faisait que presque chaque mission se soldait par une interception. Il n'y avait pas de mission facile au-dessus de l'Angleterre. Le 13 août 1940 devait marquer le début de la fin du commandement de chasse britannique. Göring l'avait baptisé Adlertag, le jour de l'aigle, et exigeait 3 jours de beau temps pour que ses forces puissent porter le coup décisif. L'après-midi du 12 avait semblé prometteur. Les techniciens des aérodromes du nord de la France avaient travaillé jusqu'à l'aube pour préparer les avions. Mais avant le lever du soleil, les météorologues signalèrent la formation de nuages épais au-dessus de la Manche. Aux premières heures du 13, Göring, qui ne voulait pas que le jour de l'aigle soit mené à moitié, reporta les opérations prévues à l'après-midi. L'ordre d'annulation parvint à presque toutes les unités. Il ne parvint pas au 2e et 3e Gruppen du KG-2 qui avaient déjà décollé avec leurs dorniers entre 4h50 et 5h10 pour rejoindre leurs escortes au-dessus de la Manche. Les escortes, elles, reçurent bien l'ordre. Les Bf-110 du ZG-26, menés par le vétéran de la Première Guerre mondiale, l'Oberstleutnant Joachim Huth, qui portait une prothèse de jambe depuis qu'il avait été blessé au combat. Huth voyait les bombardiers continuer leur progression. Sa radio fonctionnait sur une fréquence différente de celle des dorniers, il ne pouvait donc pas communiquer avec le Commodore Fink. Il effectua une série de figures acrobatiques devant l'avion de tête de Fink pour tenter de lui faire comprendre qu'il devait faire demi-tour. Fink crut que Huth se vantait. Les escorteurs disparurent. Fink vola seul, contournant la côte nord du Kent pour se diriger vers ses cibles. Sheerness et l'aérodrome d'Eastchurch sur l'île de Sheppey. C'était un acte de bravoure, même s'il allait à l'encontre des ordres donnés par Kesselring le 4 août, qui stipulait que les bombardiers devaient annuler leur mission si leurs escorteurs faisaient défaut ou se retiraient. Fink a peut-être poursuivi sa route parce qu'il disposait bel et bien de quelques escorteurs, les Bf-109 de la 3e Staffel de l'Airprobungsgruppe 210, qui n'avaient pas non plus reçu l'ordre d'annulation. Les opérateurs radars britanniques perdirent de vue les dorniers dans les nuages bas. Le corps des observateurs les confondit avec une petite formation et se trompa de cap. Seul le 74e escadron les intercepta, suivi des 111 et 151. 5 dorniers furent abattus, mais les 2 cibles furent bombardées. À son retour, Fink entra dans une colère noire. Il appela Kesselring au téléphone et lui lança une telle réprimande que Smiling Albert dut se rendre en personne à l'aérodrome de Fink pour le calmer. Fink fit état d'un succès. Ils avaient détruit 10 Spitfire au sol et rasé Eastchurch. En réalité,
Ils n'en avaient détruit qu'un seul. L'aérodrome appartenait au Coastal Command et non au Fighter Command. Le KG-2 ne commit jamais aussi souvent l'erreur d'attaquer une cible sans importance, 7 fois de plus avant la première semaine de septembre. Au moment même où Fink rentrait, la Luftflotte 3 de Sperle avait également décollé sans avoir reçu l'ordre d'annulation. 20 Ju-88 du premier KG-54 attaquèrent l'aérodrome du Royal Aircraft Establishment à Farnborough et 18 autres du deuxième KG-54 l'aérodrome d'Odiam. Les défenses du 10e groupe les décriront comme fortes et tenaces tout au long du trajet, de la côte jusqu'aux cibles, puis au retour jusqu'au milieu de la Manche. La RAF revendiqua 20 victoires. Les pertes réelles allemandes s'élevèrent à 5 avions et 3 pilotes blessés. Lorsque le jour de l'Aigle officiel débuta enfin à 14 heures, Sperle lança le gros de ses forces. 58 Ju-88 du LG-1 vers les aérodromes de Boscombe, Down, Worthy Down et Andover, et 52 Ju-87 Stuka des STG-1 et STG-2 vers Warmwell et Yeovil. Un staffel de Stukas du 2e STG-2 fut massacré par le 609e escadron, tandis que ses escortes étaient engagées dans des combats aériens au-dessus d'eux. 6 d'entre eux sur 9 furent abattus. Le temps resta si mauvais que la plupart des cibles restèrent masquées. Le STG-1 ne trouva pas Warmwell. Le STG-2 renonça à Yeovil. Les 2 unités attaquèrent Portland à la place. Le premier LG-1 quitta Boscombe Down et bombarda Southampton. L'aérodrome de Detling, une cible sans aucune importance pour le Fighter Command, puisqu'elle relevait de la coopération avec l'armée de terre, fut bombardé avec précision, tuant le commandant de la base parmi les 67 victimes. Tous les Stuka rentrèrent indemnes, car le mauvais temps rendait l'interception aussi difficile que le bombardement. À la fin de la journée, la Luftwaffe estimait avoir détruit 84 chasseurs britanniques, dont beaucoup au sol. En réalité, le Fighter Command perdit 13 avions au combat et un au sol. La RAF perdit en outre 47 appareils d'autres types sur les aérodromes bombardés, mais aucun d'entre eux n'affecta la capacité opérationnelle du Fighter Command. Le 13 août fut l'une des meilleures journées du Fighter Command. Pour la Luftwaffe, ce fut une succession d'erreurs techniques, de défaillances de communication et d'erreurs d'identification des cibles qui, à la tombée de la nuit, remplirent les aérodromes du nord de la France de colère et de récrimination. Le 15 août 1940 fut le jour où la Luftwaffe effectua le plus grand nombre de missions de toute la bataille d'Angleterre, plus de 2000. Ce fut également le jour connu au sein de la Luftwaffe sous le nom de Schwarzer Donnerstag, le jeudi noir. Kesselring commença la journée par des attaques contre Hawkinge et Lampne, afin d'attirer l'attention vers le sud. Le plan prévoyait que la Luftflotte 5 de Stumpf, opérant depuis la Norvège et le Danemark, attaquerait le nord de l'Angleterre et l'Écosse, où les Britanniques seraient plus faibles et moins vigilants. C'était une bonne idée sur le papier. Stumpf envoya une feinte composée de 2 Staffeln d'hydravions HE-115 en direction de Dundee pour détourner les chasseurs, suivi de l'attaque principale, 72 Heinkel HE-111 du KG-26 en provenance de Stavanger, escortés par 21 BF-110D à long rayon d'action du premier ZG-76 sous le commandement de l'Oberstleutnant Werner Restemeyer. Le navigateur du KG-26 les a conduits 3 degrés au nord du cap prévu. Ce détournement a créé sur les radars une trajectoire si évidente que le 72e escadron d'Acklington a été alerté à temps, suivi du 605e de Drême, du 79e en état d'alerte, du 41e, du 607e et du 79e. Lorsque le 72e escadron a repéré la formation au-dessus de la mer du Nord, il disposait de 4000 pieds d'avance et avançait directement vers les Allemands à une vitesse de rapprochement de plus de 400 miles par heure. Son commandant Ted Graham, dont le bégaiement prononcé était déjà légendaire à l'époque, dit à ses pilotes après une longue pause « Bien sûr que je les ai vus, bon sang. J'essaie de décider quoi faire. »
Il conduisit son escadrille vers la mer, à l'est du Soleil, et piqua sur les escorteurs. L'avion de Restemeyer explosa instantanément, peut-être à cause des vapeurs d'essence du réservoir ventral. La formation se désintégra. 8 autres Heinkel et 6 Bf-110 furent abattus. Un tiers des Bf-110D à long rayon d'action du premier ZG-76 fut détruit. Au sud, tandis que se déroulait le désastre au nord, l'Airprobungsgruppe 210, la seule unité de la Luftwaffe spécialement constituée pour la campagne contre l'Angleterre, lança une attaque, lors de sa dernière mission de la journée, contre l'aérodrome de Kenley, dans le Surrey bien à l'intérieur des terres. L'Airprobungsgruppe 210 était une unité expérimentale de chasseurs-bombardiers placée sous le commandement du Hauptmann Walter Rubensdörfer, né en Suisse, mais de nationalité allemande. Elle avait prouvé son efficacité lors des attaques contre les stations radars le 12 août. Cette dernière mission du 15 était périlleuse. Kenley se trouvait hors de la portée confortable des Bf-109 et les Bf-110 chargés de l'escorte perdirent le contact avec Rubensdörfer dans la brume du crépuscule et regagnèrent la base. Rubensdörfer poursuivit sa route. Ils attaquèrent le mauvais aérodrome. Il s'agissait de Croydon, la base civile satellite de Kenley, située à quelques kilomètres au nord. Les Hurricanes du 111e escadron les attendaient en état d'alerte. S'ensuivit une chasse. Les Bf-110 formèrent un cercle défensif, tandis que les Bf-109 tentèrent de les protéger, mais ils perdirent le contact dans la brume. Lorsque Rubensdörfer donna l'ordre de faire demi-tour vers la base, les Bf-110 survivants s'échappèrent un à un, poursuivis de Croydon jusqu'à Bexhill sur fond de crépuscule. 4 d'entre eux se sont écrasés dans le Kent et le Surrey. Rubensdörfer, dont l'opérateur radio avait été tué et qui était lui-même blessé, a continué à piloter jusqu'à ce que son moteur prenne feu près de Rotherfield. On a retrouvé dans sa poche une lettre de Kesselring le félicitant pour l'obtention de la croix de fer de première classe. La croix de chevalier lui a été décernée 4 jours plus tard, à titre posthume. À la fin de la journée du 15 août, la Luftwaffe avait perdu 75 avions. La RAF en revendiqua 182. Le commandement de la chasse perdit 34 chasseurs, dont 2 au sol. Le Schwarzer Donnerstag, jeudi noir, ne fut pas ainsi nommé parce que les pertes de la Luftwaffe étaient insupportables en termes absolus. Il fut ainsi baptisé parce que le plan échoua partout où il fut mis en œuvre, parce que la 5e flotte aérienne ne reprit jamais ses opérations à grande échelle, parce que Rubensdörfer et le noyau de la seule unité tactiquement innovante de la Luftwaffe étaient anéantis, et parce que, pour la première fois, les Allemands eurent le sentiment que l'ennemi savait exactement ce qu'ils allaient en faire avant même qu'ils ne le fassent. Le 18 août 1940 devint ce que les historiens appelleraient plus tard le jour le plus dur, the hardest day, de la bataille d'Angleterre. Ce fut le jour où les dégâts matériels furent les plus importants pour les 2 camps durant toute la campagne. Kesselring attaqua au nord-est avec 60 Heinkel HE-111 du KG-1 sur Biggin Hill et 48 Dornier Do-17 et Ju-88 du KG-76 sur Kenley. Le KG-76 avait prévu un assaut en 3 phases sur Kenley. Tout d'abord, 12 Ju-88 du 2e gruppe en piqué sur les bâtiments. Ensuite, les Do-17 des 1e et 3e Gruppen depuis une grande altitude pour cratériser la piste, et enfin le 9e Staffel du 3e/KG-76 pilotant des Do-17 à basse altitude sans escorte de chasseurs pour achever la base. C'était le seul groupe de bombardiers de la Luftwaffe systématiquement entraîné aux attaques à basse altitude. Une idée ingénieuse, un plan trop complexe. La formation principale subit des retards en traversant les nuages au-dessus de Calais. Elle arriva avec 6 minutes de retard. Les Ju-88 se retrouvèrent loin derrière. Lorsque la 9e Staffel passa rasant le périmètre sud de Kenley à 13h22, elle arriva en tête au lieu d'être la dernière. Les batteries antiaériennes au sol ouvrirent le feu depuis le sol. Les Hurricanes du 111e escadron arrivèrent de Croydon par le haut. Des roquettes spéciales lancèrent des câbles de parachute expérimentaux. Le Dornier, en tête de l'aile gauche, s'accrocha à un câble et s'écrasa en flammes sur un chalet situé juste à la lisière de l'aérodrome.
Un autre frôla un deuxième câble mais parvint à se dégager. Le pilote du Dornier en tête de formation reçut une balle de mitrailleuse Lewis dans la poitrine et s'effondra sur les commandes, gémissant « Nach Haus ! Ramène-moi chez moi !» Son navigateur, l'Oberfeldwebel Wilhelm Ilg, prit les commandes d'une main tandis que de l'autre, il visait la porte de la cabine de combat. 3 minutes après avoir franchi le périmètre sud, 2 Dorniers étaient tombés et tous les autres étaient endommagés. 4 appareils de la 9e Staffel ne revinrent jamais. Parmi les 5 qui sont revenus, l'un atterrit dans les dunes près de Calais, un autre dut amérir au large du Touquet, un troisième effectua un atterrissage d'urgence dans un champ près d'Abbeville, et l'avion d'Ilg lui-même, désormais piloté par le navigateur, atterrit, train sorti, sur l'aérodrome de Saint-Omer. Son pilote est décédé pendant son transport à l'hôpital. Wilhelm Ilg a reçu la croix de chevalier. Au-dessus de l'aérodrome de Gosport, plus à l'ouest, le 3e JIG 26, sous les ordres de l'Oberleutnant Gerhard Schopfel, repéra le 501e escadron en phase de montée, sans que celui-ci ne se doute d'être observé. Schopfel ordonna à ses pilotes de rester en altitude et plongea seul depuis le soleil. Il attaqua l'avion le plus à l'arrière de la formation, l'abattit, puis répéta l'opération 3 fois de plus. 4 avions ennemis détruits en 2 minutes par un seul Messerschmitt. Le pilote survivant du 501, le P.O. Kenneth Lee, décrivit l'incident des décennies plus tard. Il l'a fait avec une telle précision que je n'ai jamais su ce qui m'avait touché. Mais le désastre le plus révélateur du 18 août fut ce qui se passa au-dessus de Gosport, Ford et Torney Island, avec les Stuka du Stuka-Geschwader 77. Sperle lança 109 Ju-87, soit l'ensemble des forces opérationnelles du STG-77 et du premier STG-3 contre 3 aérodromes côtiers et la station radar de Polling dans le Sussex. Le JG-53 et le JG-27 assuraient l'escorte rapprochée. Le JG-2 volait en tête en formation libre. C'était presque le rapport que Göring avait exigé. Une escadrille de chasseurs pour chaque escadrille de Stuka. Au-dessus de Gosport, les Hurricanes des 43e et 601e escadrons, des unités spécialisées dans la destruction des Stuka, les interceptèrent alors qu'ils s'alignaient en file indienne avant de piquer. Les escorteurs étaient pris dans leur propre combat. 6 des 9 Stuka du premier groupe furent abattus avant d'avoir pu larguer leurs bombes. Le 602e escadron arriva de Westampnet et intercepta le 2e Saint-G 77 au moment même où celui-ci sortait de son piquet au-dessus des toits de Bognor-Régis. Le 3e STG 77 s'enfuit vers la Manche, suivi par le 152e escadron, les Blenheim du 235e escadron, dont l'aérodrome de Torney Island venait d'être bombardé par les Stuka, puis par les Hurricanes du 213e escadron en provenance d'Exeter, qui rattrapèrent les traînards presque à la surface de l'eau. Le STG-77 perdit 17 Stuka et 8 Bf-109 d'escorte. La RAF perdit 5 avions et 2 pilotes. Le général Wolfram von Richthofen, commandant du Fliegerkorps 8, nota dans son journal « Un groupe de Stuka s'est vraiment fait plumer ». La conséquence fut immédiate. Les Stuka furent retirés des opérations générales. Le seul moyen de bombardement de précision dont disposait la Luftwaffe, à l'exception des 20 ou 30 avions de l'Airprobungsgruppe 210, fut mis hors de combat au moment où on en avait le plus besoin. Le 19 août, Göring convoqua ses commandants pour faire le point sur la semaine écoulée. Il avait perdu près de 300 avions en une semaine, contre 200 pour tout le mois précédent. C'était un rythme insoutenable. Son discours était un mélange de lucidité tactique et de confusion stratégique. Les Stukas ne devaient être utilisés que lorsque les circonstances étaient particulièrement favorables. Les Bf-110 ne devaient être engagés que lorsque l'autonomie des Bf-109 s'avérait insuffisante. Les escortes devaient être solides. Les cibles devaient se concentrer sur le Fighter Command et l'industrie aéronautique. Puis vinrent 2 remarques qui, à elles seules presque, sauvèrent le Fighter Command. Concernant les stations radar, Göring exprima des doutes.
Aucune n'avait été détruite jusqu'alors et les Britanniques disposaient de nombreuses stations radio. Ces paroles relevaient davantage d'une suggestion que d'un ordre ferme, mais le message était clair. Attaquer les radars était un gaspillage. Quant aux aérodromes, ceux qui avaient été attaqués avec succès, un jour ne devaient pas l'être à nouveau le lendemain, car cela revenait à gaspiller les efforts. Grâce à ces deux instructions, Göring protégea le système de détection et de contrôle qui constituait le véritable centre de gravité de la défense britannique. Dans le même temps, une réorganisation massive des Jagdgeschwader a permis à de jeunes as de prendre les postes de commandement. Le 22 août, Galland prit le commandement de l'ensemble du JG-26. Mulders prit celui du JG-51. Le Hauptmann Günther Lützow prit la tête du JG-3, le major Trübenbach celle du JG-52 et le Hauptmann Johannes Trautloft, l'un des premiers pilotes du Bf-109 en Espagne, celle du JG-54. Il s'agissait d'une transition générationnelle sans précédent. Des hommes ayant un grade équivalent à celui de commandant ou de capitaine d'escadron dans la RAF se virent confier le commandement d'unités équivalentes à 9 escadrons chacune. Leur âge oscillait entre 24 et 28 ans. Une nouvelle restriction fut également imposée. Un seul officier pouvait voler en tant que membre d'équipage dans chaque avion. Depuis le début du mois d'août, la Luftwaffe avait perdu un Geschwader Commodore, 7 Gruppenkommandeur et 13 Staffelkapitän au combat. Les cadres de première ligne étaient décimés. La réorganisation et les intempéries qui s'ensuivirent accordèrent au commandement de chasse une semaine de répit relatif. Lorsque les attaques reprirent de plus belle le 24 août, c'est la phase la plus dangereuse qui s'ouvrit pour le Fighter Command, non pas en raison de l'ingéniosité du plan allemand, mais de sa persistance. La dernière semaine d'août et la première de septembre furent les 2 semaines les plus dangereuses de toute la bataille pour la défense britannique. Kesselring, agissant désormais avec une certaine détermination, concentra ses attaques sur les stations sectorielles, les centres de commandement qui contrôlaient les combats aériens. Biggin Hill, Kenley, Hornchurch, North Weald, Debden et Northolt constituaient les nœuds du système nerveux du 11e groupe. Sans ces salles d'opération, Park ne pouvait pas traduire les informations radar en ordre de combat. L'Airprobungsgruppe 210, désormais sous de nouveaux commandants après la mort de Rubensdörfer, attaqua Biggin Hill le 30 août à 18h en volant à ras du sol. 16 bombes détruisirent un hangar abritant 2 avions, les ateliers, l'armurerie et les entrepôts, le réfectoire et le NAFI, le parc automobile, la caserne des sous-officiers et les logements de la WAAF. L'une des bombes frappa un abri anti-aérien tuant 39 soldats. Le téléphone, le gaz, l'eau et l'électricité furent coupés. Biggin Hill fut mise hors service et Hornchurch dut prendre le contrôle de son secteur jusqu'à ce que l'alimentation de secours soit rétablie. Le 31 août fut l'un des pires jours du Fighter Command. Le 56e escadron fut pris en embuscade au-dessus de l'Essex par le 3e JG-26 et le 3e ZG-26 et perdit 4 avions, dont ses 2 commandants de vol chevronnés. Le lieutenant d'aviation Percy Weaver fut tué. L'attribution de sa DFC fut annoncée cet après-midi-là. Le 1er septembre, Biggin Hill fut attaqué le matin et l'après-midi. Le 2 septembre, il fut attaqué à 2 autres reprises. Le 31 août, le chef des renseignements Beppo Schmid publia une estimation selon laquelle les Britanniques ne disposaient plus que de 300 chasseurs opérationnels. Le chiffre réel était de 855 en escadrille, 289 en entrepôt et 84 dans les unités d'entraînement, soit un total de 1438, le double par rapport au début du mois de juillet. La désinformation circulait dans les 2 sens. La Luftwaffe surdéclarait systématiquement ses pertes, et Schmid fondait ses évaluations sur ces chiffres gonflés. Le Fando-facteur d'illusion, le rapport entre les avions déclarés abattus et ceux réellement abattus, avait atteint certains jours un rapport de 3-1. Göring, en consultant les rapports de ses pilotes, commença à soupçonner une malhonnêteté généralisée. C'était la seule explication qui lui venait à l'esprit pour ces divergences. Ses relations avec son armée de l'air se détériorèrent sensiblement au cours du mois de septembre.
Le 1er septembre, la salle des opérations de Biggin Hill fut remise en service. Le système de Dowding était délibérément conçu pour être résilient. Salle des opérations de secours, ligne de communication redondante, station mobile. Mais au cours de cette première semaine de septembre, pour les pilotes du 11e groupe qui revenaient sans cesse sur leurs aérodromes endommagés, le sentiment était celui d'une pression qui ne cessait de s'intensifier. Le commandant de la RAF disposait de 22 unités de classe A au début de cette période. Début septembre, beaucoup d'entre elles étaient à bout de force. Le 30 août, Hitler avait enfin levé son interdiction d'attaquer directement Londres. C'est un accident qui a précipité ce revirement. Dans la nuit du 24 au 25 août, un petit groupe de Heinkel du KG1 cherchait à atteindre le terminal pétrolier de Thameshaven, situé dangereusement près de Londres. Volant de nuit sans instrument de navigation précis, les bombardiers ne trouvèrent pas Thameshaven. Les bombes tombèrent dans l'East End de Londres, endommageant l'église St. Giles Cripplegate. Le lendemain matin, un télégramme de Göring parvint au quartier général du KG1, exigeant les noms des membres d'équipage responsables afin de les transférer dans l'infanterie. En réponse, le cabinet de guerre britannique autorisa la première attaque sur Berlin. Dans la nuit du 25 au 26 août, les Hampden des 49e et 50e escadrons décollèrent en direction de l'aérodrome de Tempelhof, tandis que les Wellington tentaient de localiser les gigantesques chantiers de Siemens. Le nord de l'Allemagne était couvert de nuages, mais les bombes furent tout de même larguées. 6 Hampden ne sont pas revenus. Les bombes ont détruit un abri de jardin dans la banlieue berlinoise de Rosenthal, blessant 2 personnes. Les autres sont tombés dans des champs à l'extérieur de la ville. Mais cela suffit. Hitler se trouvait au Berghof lorsqu'il apprit que le Grand Berlin avait été bombardé pour la première fois. Il retourna dans la capitale. Le lendemain, il donna carte blanche à la Luftwaffe. Le 4 septembre, Hitler prit la parole au Sportpalast de Berlin devant un parterre d'infirmières et d'assistantes sociales, les personnes les plus proches des victimes des bombardements sur Berlin. Il plaisanta en disant que les Anglais demandaient « Quand cela va-t-il arriver ?» et répondit « Ça arrive, ça arrive ». Il déclara que si les Anglais attaquaient des villes allemandes, l'Allemagne raserait les leurs. La foule bondit en extase. « Jamais, jamais !» crièrent-ils. À La Haye, le 3 septembre, Göring réunit ses commandants. Kesselring fit pression pour une attaque totale sur Londres. Il fit valoir que le commandement de la chasse concentrait ses forces sur les aérodromes du Nord, hors de portée des Bf-109. S'ils attaquaient Londres, les Britanniques ne pourraient s'empêcher de défendre la ville, et les Bf-109 pourraient enfin combattre dans des conditions favorables. Ils ne pouvaient pas abandonner leurs aérodromes, ils en avaient trop. Ils ne pouvaient pas abandonner Londres. Sperle n'était pas d'accord. Les pertes de la RAF n'étaient pas suffisantes. Les rapports sur les avions abattus étaient exagérés. Le Fighter Command était loin d'avoir épuisé ses dernières réserves. Les attaques contre les infrastructures devaient en se poursuivre. Sperle, qui avait constaté depuis l'Espagne à quel point les rapports optimistes des pilotes s'éloignaient de la réalité, avait raison d'avoir des doutes. Mais Göring cherchait une issue politique. Le Reichsmarschall avait besoin de montrer des résultats. Le bombardement de Berlin était humiliant pour un homme qui avait promis publiquement qu'aucun avion ennemi ne survolerait la capitale du Reich. Sa relation avec Hitler dépendait de l'efficacité de la Luftwaffe. Kesselring lui proposait un nouveau discours. Ils n'avaient pas échoué à détruire l'ennemi. Ils avaient simplement attendu le moment propice pour porter le coup décisif. Le 7 septembre 1940, Göring arriva dans le Pas-de-Calais à bord de son train personnel, l'Asia, avec des caisses de vin pour sa suite, un nouvel uniforme et la canne en or de Reichsmarschall qui venait de lui être remise. Kesselring et Loerzer l'accueillirent avec le faste d'une visite d'État. Il se rendit ensuite inspecter l'escadrille de chasse, un /LG2, tenta sans succès de se glisser dans le cockpit exigu d'un Bf-109 pour prouver qu'il était toujours un pilote de chasse, ce qui provoqua l'hilarité générale, puis emporta quelques bouteilles des meilleurs vins pour un pique-nique sur les falaises afin d'observer l'opération aux jumelles. L'opération fut baptisée Loge.
le dieu du feu. Le lendemain marquerait le 25e anniversaire du premier bombardement de Londres par les Zeppelins. À 15h54, une opératrice de la WAF à Bentley Priory posa le premier compteur hostile sur son bureau. La formation s'étoffait. À 16h16, le corps des observateurs signala plusieurs centaines d'avions s'approchant de la côte. 5 Kampfgeschwader avaient mis en vol 348 bombardiers. Ils étaient accompagnés de 617 Bf-109 et Bf-110. C'était un effort maximal. La formation s'étageait entre 14 000 et 23 000 pieds, formant une seule et immense masse. Pour les contrôleurs du 11e groupe, le spectacle était sans précédent. Les formations précédentes s'étaient toujours divisées en franchissant la côte. Celle-ci ne le fit pas. Elle avança directement vers Londres comme un bélier. L'un des premiers à entrer en contact fut le 602e escadron, basé à Tangmere. Son commandant, Sandy Johnston, décrivit ainsi la scène. « J'ai failli bondir hors du cockpit. Devant et au-dessus de nous, une armée d'avions allemands. Staffel après staffel à perte de vue. Je n'avais jamais vu autant d'avions dans les airs en même temps. C'était impressionnant. La formation était trop vaste et trop cohérente pour être arrêtée. Les contrôleurs aériens ont envoyé des vecteurs erronés, car ils s'attendaient à ce qu'elle se divise. Les Kampfgeschwader KG-1, KG-30 et KG-76 ont mené à bien leur passage de bombardement sur les docks sans être interceptés. Les incendies se déclarèrent à Silvertown et dans l'East End. À la tombée de la nuit, une deuxième vague arriva pour entretenir les feux. La London Fire Brigade reçut le plus grand nombre d'appels de son histoire jusqu'alors. 412 personnes périrent cette nuit-là. 747 furent gravement blessés. La Luftwaffe perdit 41 avions au combat ce jour-là. Le Fighter Command perdit 23 chasseurs et 6 pilotes. Du point de vue de la Luftwaffe, les pertes semblaient acceptables et l'opération un succès. Du point de vue de la guerre, il s'agissait d'un tournant stratégique majeur dont les conséquences mettraient des semaines à se manifester. Le même après-midi, le maréchal en chef de l'air Dowding rencontra Keith Park. Tous deux parvenaient à la même conclusion. Les aérodromes étaient hors de danger. La pression sur les stations sectorielles avait pris fin. Dowding le dirait plus tard sans embâge. Kesselring avait commis une erreur en se tournant vers Londres. Mais à ce moment-là, Dowding ne ressentait qu'un immense soulagement. Ce que Kesselring ignorait, c'est qu'il ne lui restait plus qu'une semaine. Le dimanche 15 septembre 1940, à 6h34 du matin, l'aube se levait sur le sud de l'Angleterre. Le service météorologique signalait une pression en légère hausse, un vent faible d'ouest, une visibilité de 4 milles et une température de 14 degrés. Une matinée de fin d'été parfaite. À 8h30, le 87e escadron avait déjà abattu un Heinkel au-dessus de la mer, au large d'Exeter. À 10h30, l'aérodrome de Park, à Uxbridge, s'est rempli avec l'arrivée du Premier ministre Winston Churchill et de son épouse Clémentine, qui avaient fait le trajet à toute vitesse depuis Chequers. Le système de climatisation du bunker souterrain ne parvenait pas à évacuer la fumée du cigare. Churchill garda donc le Havana non allumé entre les dents et observa le déroulement des événements sur la table de planification. La première vague allemande arriva vers midi. Il s'agissait de Dornier du KG-3, de Heinkels du KG-53, des bombardiers accompagnés de centaines de chasseurs échelonnés en altitude. 27 escadrilles du 11e groupe et des escadrilles des 10e et 12e groupes décollèrent pour les intercepter. Les combats se dispersèrent au-dessus du Kent, du Sussex et du Surrey. La deuxième vague arriva à 2h de l'après-midi. Elle était plus importante que la première. Les contrôleurs ont mobilisé toutes leurs ressources. Churchill, observant le tableau de bord depuis la balustrade, vit les indicateurs de toutes les escadrilles passer de « en attente » à « en vol », puis à « au combat ». Il se tourna vers Park et demanda « Quelles sont vos réserves ?» Park répondit « Il n'y en a aucune ». À la tombée de la nuit, les deux camps faisaient le bilan de leurs pertes. La RAF revendiqua 185 avions allemands détruits. Les Allemands revendiquèrent des dizaines de Spitfire et de Hurricane. Les chiffres réels,
La Luftwaffe perdit 60 avions. Le Fighter Command perdit 26 chasseurs et 13 pilotes. Ce n'avait pas été la catastrophe à laquelle Kesselring s'attendait, mais ce n'avait pas non plus été la victoire dont le Fighter Command avait besoin pour annoncer que le danger était passé. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là, c'est que Hitler, après avoir examiné les chiffres, a reporté sa décision concernant l'opération Lion de mer au 17 septembre, le dernier moment possible avant que les marées favorables de l'automne ne s'interrompent jusqu'en 1941. Le 17 septembre, Hitler ordonna le report sine-die de l'opération Lion de mer. Les barges de la Manche commencèrent à être dispersées. Les navires qui avaient été rassemblés dans les ports du nord de la France furent répartis vers d'autres ports. L'armée, qui avait toujours considéré l'invasion comme un pari suicidaire, en l'absence de supériorité aérienne établie, ne cacha pas son soulagement. Göring n'accepta pas cet échec. Il ordonna la poursuite des bombardements nocturnes sur Londres. Le Blitz sur Londres allait durer 57 nuits d'affilée. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à la Luftwaffe durant l'été 1940, il faut examiner les chiffres avec le regard de ceux qui les ont vus à l'époque. Les pilotes de chasse allemands, au-dessus de la Manche et du sud de l'Angleterre, revendiquaient des victoires à un ratio d'environ 3-1 par rapport à leurs pertes réelles. Ils croyaient être en train de gagner. Les statistiques de Beppo Schmid leur confirmaient que le commandement de la chasse était en train de s'épuiser. Schmid lui-même estimait le 17 août qu'il restait 300 chasseurs aux Britanniques. Le chiffre réel s'élevait à 855 appareils opérationnels, plus les réserves. Les facteurs qui rendaient impossible une évaluation précise étaient d'ordre structurel. Lorsque plusieurs pilotes attaquaient le même avion à différentes phases de sa destruction et que chacun le déclarait comme une victoire distincte, le facteur d'illusion pouvait multiplier par 3 ou 4 les pertes réelles. Le même problème existait au sein de la RAF, mais avec une différence cruciale. Les pilotes britanniques combattaient sur leur propre territoire. Ils pouvaient compter les épaves. Ils savaient combien de leurs hommes rentraient et combien ne revenaient pas. Les Allemands survolaient la Manche et perdaient de vue leurs victimes parmi les vagues ou dans les nuages. Le 18 août, le jour le plus dur, la Luftwaffe a perdu 69 avions détruits et 31 endommagés. Le Fighter Command a perdu 34 appareils détruits et 39 endommagés en vol, plus 29 détruits et 23 endommagés au sol. Les pertes totales étaient à peu près équivalentes, mais le rapport en vol était de 2-1 en faveur des défenseurs. Sur l'ensemble de la période de la campagne de la Manche, du 10 juillet au 11 août, les pilotes de chasse allemands avaient détruit 87 Hurricane et Spitfire et en avaient endommagé 52 contre 54 Bf-109 détruits et 16 endommagés. Ils pensaient atteindre un rapport de 5-1, celui qu'Osterkamp avait estimé nécessaire pour remporter la victoire. Le rapport réel était d'environ 1,6 à 1. Ces chiffres cachaient un problème plus profond. Même si la Luftwaffe avait atteint le rapport de 5-1 qu'Osterkamp jugeait nécessaire, des calculs mathématiques élémentaires montraient que la tâche était impossible. Pour anéantir le Fighter Command en 5 semaines, il leur fallait abattre au moins 100 chasseurs par semaine. Avec un rapport de 5-1, cela signifiait perdre 20 Bf-109 par semaine, soit les 100 disponibles en 5 semaines. Et pourtant, ils devaient conserver suffisamment de chasseurs intacts pour protéger la flotte d'invasion contre les bombardiers de la RAF. Osterkamp l'avait calculé. Il leur fallait 900 chasseurs rien que pour couvrir les plages de débarquement. Ils en avaient environ la moitié. Personne d'autre au sein de la Luftwaffe ne semblait avoir fait ces calculs élémentaires. Osterkamp les avait faits. Stumpf les avait devinés. Les autres partaient du principe que les résultats de l'été polonais et français se répéteraient en Angleterre. Derrière les chiffres se cachaient des hommes. Pour comprendre la bataille d'Angleterre du point de vue allemand, il faut savoir qui étaient les pilotes qui traversaient la Manche chaque jour. En 1940,
La Luftwaffe était une organisation militairement méritocratique au sein d'une structure politiquement corrompue. Les meilleurs pilotes gravissaient rapidement les échelons, quelle que soit leur origine. La vitesse d'expansion des années 1930 avait largement effacé les barrières de classe que l'armée conservait jalousement. Les nouveaux héros de la Luftwaffe, Mulders, Galland, Wick, Marseille, étaient issus de familles de la classe moyenne et leurs noms étaient connus dans toute l'Allemagne. Werner Mulders, que ses subordonnés surnommaient Vati, avait mis au point en Espagne la formation tactique que la Luftwaffe allait utiliser tout au long de la guerre. La rote de 2 avions et le Schwarm de 4, avec un écart latéral suffisant pour que chaque pilote couvre le secteur de l'autre sans avoir à regarder en permanence derrière lui. C'était une amélioration considérable par rapport à la formation en V triangulaire que la RAF utilisa jusqu'à la fin de l'été 1940, dans laquelle le pilote situé au sommet intérieur passait 80% de son temps à veiller à ne pas entrer en collision avec ses coéquipiers plutôt qu'à rechercher l'ennemi. Mulders l'avait appris au-dessus de Guernica et de Brunette. Il fallut des mois à la RAF pour l'apprendre au-dessus du Kent. Adolphe Galland, qui prit la tête du KG-26 le 22 août à l'âge de 24 ans, était d'un tout autre calibre. Agressif là où Mulder était méthodique, brillant dans les airs là où Mulder était systématique au sol, avec une tendance à la confrontation directe avec ses supérieurs lorsqu'il estimait avoir raison. Lorsque Göring lui demanda en août, devant des témoins, de quoi il avait besoin pour remporter la bataille, Galland répondit « Une escadrille de Spitfire ». C'était la réponse la plus imprudente politiquement qu'il pouvait donner, et c'était la vérité. La tension entre les pilotes de chasse et le haut commandement fut une constante tout au long de l'été. Galland et Mulders étaient convoqués à Karinhal pour recevoir des médailles et entendre des réprimandes concernant les pertes des bombardiers. Le reproche était toujours le même, les chasseurs ne protégeaient pas suffisamment les bombardiers. Les pilotes de chasse rétorquaient que les escortés de près faisaient d'eux des cibles lentes et prévisibles. Ils voulaient une liberté d'action, de l'altitude, de l'initiative. Göring voulait que les bombardiers atteignent leur cible. La tension ne fut jamais résolue. Ulrich Steinhilper, lieutenant du 1er JG-52, tenait un journal qu'il publia quelques décennies plus tard. Ces pages décrivent l'été 1940 vu de l'intérieur. L'épuisement accumulé par 7 missions par jour, l'angoisse grandissante lorsque la jauge de carburant indiquait le niveau minimum au-dessus du territoire ennemi, le sentiment que l'ennemi savait toujours où l'on se trouvait avant même qu'on ne l'aperçoive. Steinhilper avait passé la première partie de la guerre à tenter de convaincre ses supérieurs que les chasseurs avaient besoin de radios fiables et de procédures de communication en vol. Adolphe Galland, vétéran de la Légion Condor, lui avait répondu que les radios étaient inutiles, que les pilotes pouvaient très bien communiquer en agitant les ailes, comme pendant la Première Guerre mondiale et en Espagne. Les radios ne faisaient qu'alourdir l'appareil. Le romantisme du héros solitaire, hérité de la culture de la Légion Condor, des As de Richthofen, a nui à l'efficacité tactique de la Luftwaffe jusqu'à ce que la réalité ne le corrige de force. Le 15 août, un Spitfire piloté par le sous-lieutenant Ralph Roberts du 64e escadron atterrit par erreur sur l'aérodrome allemand de Caffier, en France, après s'être désorienté au cours d'un combat. Les experts techniques qui l'examinèrent conclurent qu'il était équipé des équipements de communication plus modernes, supérieurs aux nôtres. Il s'agissait d'une radio VHF. La Luftwaffe ne disposait d'aucun équivalent. Ce n'était pas qu'elle ne disposait pas de la technologie, c'était qu'elle avait choisi de ne pas l'utiliser. Entre le début des attaques massives le 24 août et le changement de cible vers Londres le 7 septembre, soit 13 jours, la Luftwaffe a attaqué à plusieurs reprises les bases régionales du 11e groupe. Biggin Hill a été touché 6 fois au cours de cette période. Hornchurch, Kenley, North Weald et Debden ont été attaqués à plusieurs reprises, et pourtant, le Fighter Command n'a pas été détruit. Pourquoi ? En partie grâce à la résilience du système mis en place par Dowding. Chaque fois qu'une salle des opérations était endommagée ou détruite, il existait une solution de secours. Les lignes téléphoniques coupées
était réparé en quelques minutes par les ingénieurs du GPO. Les stations radars étaient construites en acier à ossature apparente, à l'image d'une tour Eiffel miniature, de sorte que les explosions traversaient leur structure sans la faire s'effondrer. Les pistes des aérodromes pouvaient être cratérisées, mais elles étaient remblayées à une vitesse qui surprenait les Allemands, qui revenaient le lendemain pour photographier leurs cibles et trouvaient les pistes opérationnelles. En partie à cause d'erreurs dans le choix des cibles. La Luftwaffe a attaqué Eastchurch à 7 reprises car elle croyait qu'il s'agissait d'une base de chasse. Elle appartenait en réalité au Coastal Command. Elle a attaqué Detling car il figurait sur ses cartes comme un aérodrome de la RAF. Il s'agissait en réalité d'une base de coopération avec l'armée de terre. Elle a attaqué l'aérodrome du Royal Aircraft Establishment à Farnborough, car c'était un aérodrome abritant des avions. Il ne disposait d'aucune unité de chasse opérationnelle. Et en partie à cause de l'autonomie limitée du Bf-109, le chasseur le plus performant de la Luftwaffe ne disposait que de 10 minutes de temps de combat au-dessus de Londres, et encore moins vers le nord. Au-delà de la Tamise, les bombardiers se retrouvaient exposés, sans escorte efficace. Cela signifiait que le 11e groupe, les 6 secteurs couvrant le sud-est de l'Angleterre, était le seul groupe réellement en danger. Les 12e et 13e groupes, au nord, constituaient des sanctuaires où les avions endommagés et les pilotes épuisés pouvaient être évacués et remis en état. Tant que Dowding maintiendrait le 11e groupe sur pied, la RAF survivrait. Pendant la période des attaques contre les aérodromes, du 24 août au 6 septembre, la Luftwaffe détruisit 103 avions du Fighter Command au combat et 71 autres au sol, en endommagea 128 au combat et d'autres encore au sol. Ce sont là les chiffres qui se rapprochent le plus d'une menace existentielle pour le Fighter Command. Mais la production de nouveaux avions suivait un rythme supérieur à celui des pertes. Et c'était le rythme des pertes de pilotes expérimentés, et non celui des avions, qui constituait le facteur véritablement critique. Ce que Kesselring ignorait à cette époque, c'est que le remplacement des avions du Fighter Command était aisé. Le remplacement des pilotes expérimentés était bien plus difficile. Il ignorait également que ses propres pertes en pilotes atteignaient près du double de celles de la RAF. Le 17 septembre 1940, Hitler ordonna le report sine-die de l'opération Lion de mer. La flotte d'invasion, des centaines de péniches du Rhin capables d'atteindre 3 nœuds et qui chaviraient dès des vagues de force 2, commença à être dispersée. La période des marées favorables à un débarquement en 1940 était révolue. Ce qui suivit, ce fut le Blitz. Pendant 57 nuits consécutives, la Luftwaffe bombarda Londres. D'autres ports et villes, Plymouth, Bristol, Birmingham, Coventry, Liverpool, Sheffield, Glasgow, furent attaqués de nuit par des forces pouvant opérer en relative impunité, car le Fighter Command n'avait pratiquement rien à opposer aux bombardiers de nuit. Les défenses nocturnes étaient rudimentaires, des Blenheim lents équipés de radars embarqués à très courte portée, des Hurricanes et des Spitfire éblouis par la lueur de leurs propres échappements dans l'obscurité. Dans la nuit du 14 novembre 1940, Coventry fut rasé à l'aide du système de navigation Knickbein, mis au point par Kesselring à partir des enseignements tirés de l'Espagne. 449 bombardiers détruisirent le centre historique de la ville et la cathédrale. Mais le Blitz ne brisa pas la volonté britannique. Churchill l'avait prédit dans une note de 1917. Les bombardements de Guernica, Rotterdam et Londres ont confirmé ce que cette note laissait entendre. Le bombardement des villes tend à rapprocher la population de son gouvernement, et non à l'en éloigner. 88% de la population britannique soutenait Churchill dans les sondages d'octobre 1940, en pleine campagne de bombardement nocturne. Pour la Luftwaffe, l'automne 1940 révéla les limites d'un instrument conçu pour une guerre courte, sans réserve stratégique d'avions, sans pilote de réserve, avec une industrie qui n'avait jamais mobilisé son véritable potentiel de production,
Avec des commandants qui se disputèrent le mérite et un chef suprême qui mentait sur les chiffres, la Luftwaffe ne pouvait pas supporter indéfiniment les pertes d'une campagne d'usure. Au printemps 1941, Hitler avait tourné son attention vers l'Est. L'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, débuta le 22 juin 1941. La majeure partie de la Luftwaffe fut déployée sur le front russe. L'assaut aérien contre la Grande-Bretagne s'était soldé par un match nul. La bataille d'Angleterre a démontré plusieurs choses que la théorie militaire aérienne de l'époque n'avait pas clairement prévues. Premièrement, le bombardement stratégique ne peut être efficace que si l'on sélectionne et attaque systématiquement les bonnes cibles. La Luftwaffe n'a jamais eu d'objectif unique et constant. Elle a attaqué des ports, des radars, des aérodromes de chasse, des aérodromes de bombardement, des aérodromes de coopération avec l'armée de terre, des usines d'avions, des terminaux pétroliers, des digues et enfin la plus grande ville du monde. Il en a résulté qu'aucune de ces cibles n'a été détruite de manière décisive. Deuxièmement, la défense active, lorsqu'elle s'appuie sur un système d'information et de commandement efficace, peut l'emporter sur les avantages de l'initiative offensive. Le chain home, le système de Dowding, les salles d'opération sectorielles, cette architecture de contrôle a transformé chaque avion du Fighter Command en un multiplicateur de force. Un pilote qui prenait de l'altitude en sachant où se trouvait l'ennemi, à quelle altitude, en quel nombre et dans quelle direction, et qui disposait d'un contrôleur le guidant vers la position tactique optimale, était plus efficace qu'un pilote qui traversait la Manche dans l'espoir de surprendre quelqu'un. Troisièmement, le renseignement prime sur le courage. La Luftwaffe comptait des pilotes aussi courageux que ceux de n'importe quelle force aérienne au monde. Elle disposait de chasseurs aussi performants que ceux de n'importe quelle armée de l'air de l'époque. Ce qui lui manquait, c'était la connaissance de son adversaire. Beppo Schmid n'a pas mentionné le radar dans son évaluation principale de juillet 1940. Cette omission fut peut-être la plus grande erreur stratégique individuelle de la bataille d'Angleterre. Quatrièmement, le temps est une arme à double tranchant. Kesselring disposait de 5 semaines entre le début de l'Adler-en-Griffe et la date butoir de l'opération C à Lyon. 5 semaines pour détruire un système défensif qui avait été construit et perfectionné pendant 4 ans dans un archipel entouré d'eau qui offrait à ses défenseurs un ravitaillement logistique naturel. Et cinquièmement, les erreurs de commandement ont des effets multiplicateurs. Göring, qui dirigeait la Luftwaffe, ne comprenait pas le combat aérien moderne. Sa relation avec Hitler dépendait de résultats rapides. Lorsque les résultats étaient incertains, il mentait sur les chiffres, accusait ses pilotes de lâcheté, changeait les objectifs de manière capricieuse et interdisait d'attaquer les cibles les plus précieuses, les radars, car il croyait qu'ils ne fonctionnaient pas. La structure de commandement nazi, divisée pour régner, la loyauté personnelle primant sur la compétence professionnelle, a donné naissance à une force aérienne incapable de s'auto-corriger. L'oberste Beppo Schmid avait écrit en novembre 1939 que la Grande-Bretagne était le plus dangereux de tous les ennemis potentiels de l'Allemagne. Il avait raison. 8 mois plus tard, cette même évaluation fut ensevelie sous des couches d'optimisme de façade et de crainte de dire des vérités qui dérangeaient les dirigeants. L'Allemagne a perdu la bataille d'Angleterre parce qu'elle a attaqué une cible sans la comprendre, avec un plan qui n'en était pas un, sous un commandement qui ne voulait pas connaître la vérité. Les histoires individuelles des pilotes, leurs actes de bravoure et leurs morts, relèvent de la même catégorie tragique que celle de leurs adversaires. Ulrich Steinhilper fut abattu le 27 septembre 1940 au-dessus du Kent et passa le reste de la guerre dans des camps de prisonniers canadiens, d'où il tenta 4 fois de s'évader. Werner Mölders a franchi la barre des 100 victoires à l'automne 1941. Il est mort le 22 novembre 1941 en tant que passager d'un HE-111 qui s'est écrasé à Breslau pendant une tempête, alors qu'il se rendait aux funérailles du général Udet, qui s'était suicidé quelques jours auparavant. Adolphe Galland survécut à la guerre, passant ses dernières semaines à la tête du JG-44, une escadrille d'avions à réaction ME-262, combattant jusqu'à l'effondrement du Reich. Il vécut jusqu'en 1996.
Theo Osterkamp, qui avait vu l'échec venir dès le début, fut relevé de ses fonctions de commandement en octobre 1940 et affecté à un poste à l'état-major où son expérience fut mise à profit avec moins d'urgence. Le 15 septembre est aujourd'hui la journée de la bataille d'Angleterre au Royaume-Uni. En Allemagne, cette bataille ne fait l'objet d'aucune mention particulière dans le calendrier. Ce n'était pas le cas à l'époque non plus. Pour Berlin, ce n'était que le début d'une campagne plus longue qui s'est perdue dans le tumulte de la guerre totale. Mais dans les archives militaires de Fribourg, où les documents attestant des actions allemandes de 1940 sont catalogués depuis des décennies, se trouve un document signé par l'Oberste Beppo Schmid le 22 novembre 1939. De tous les ennemis potentiels de l'Allemagne, la Grande-Bretagne est le plus dangereux. Ce fut l'évaluation la plus précise qu'il ait produite pendant toute la guerre. On n'en tint pas compte.